faire que je travaille mes intros, je pense, hein, Fred? Celle-là, oui. S'il m'a parlé pendant que... Ben écoute, faut que je trouve une méthode, là. Ça va finir par rentrer. Écoute, Fred, le 4 octobre 1957 se produisait quelque chose qui a littéralement mis l'Amérique dans la peur totale. Un mois avant les fêtes, sur la place rouge, à des centaines de milles de Moscou, en Sibérie, des savants et techniciens soviétiques s'affairaient autour d'un énorme engin qui devait marquer une grande conquête de la science, celle de l'espace interplanétaire. C'est le 4 octobre et la fusée porteuse du premier satellite artificiel de la Terre. C'était la folie furieuse aux États-Unis. Ça s'attendait pas à ça. Ils ont été pris de court. Ils s'y attendaient tellement pas qu'ils pensaient qu'ils étaient espionnés. Puis là, il y avait des équipes pour essayer de détecter c'était quoi les échanges dans Sputnik, de quoi ils parlaient, qu'est-ce qu'ils voyaient, puis ces choses-là. En fait, il n'y avait rien là-dedans. C'est un reportage de Radio-Canada. Parvenu à une altitude de 560 000, le projectile atteint son orbite. La petite sphère de 2 pieds de diamètre qui se détache de la dernière fusée porteuse t'imagines le team qui est en background qui faisait ça, là, des plaquettes de dessin pour l'animation. Le Sputnik 1 est né et il ne pèse que 184 livres. Le Sputnik 2, lancé de Sibérie le 2 novembre, aura un poids de 1120 livres. Ce succès foudroyant de la science soviétique va être accueilli dans le reste du monde avec une certaine admiration mêlée d'étonnement. Un voile d'angoisse s'abat sur l'Amérique qui n'a pu encore conquérir l'espace interplanétaire. Les sons émis par les Sputniks sont intolérables aux oreilles de l'Américain. Les sons sont intolérables aux oreilles des Américains. C'est très drôle d'écouter l'espèce de background de l'époque, de son, de ce qui se passait. C'était ma petite minute histoire, 4 octobre. C'est très cool, puis c'est ça qui a mené à tout ce qui a suivi la conquête de la Lune. Parce que toutes les mainframes, la poussée de construire les mainframes, puis go, ça nous prend IBM, puis tout ça, est lié au calcul de trajectoire que la NASA avait besoin parce que ça n'avait pas d'allure de calculer ça sur papier, puis il fallait que... Mais c'était quand même vérifié sur papier, et c'est ça qui est complètement cinglé, c'est que tout ce qui a fait décoller les fusées et les Sputnik et tout ça, tout le code était, oui, encodé, entre guillemets, mais sur des affaires qui étaient gros comme une... Tu sais, écoute, la puissance pour envoyer les missions Apollo, votre téléphone aujourd'hui est 1 milliard de fois plus puissant que ça. C'était l'équivalent d'une Texas Instrument scientifique, là. Puis on a... Quand Kennedy disait « c'est pas parce que c'est facile, c'est parce que c'est difficile qu'on va le faire », c'est justement ce qui a poussé l'homme à se dépasser. Puis cet exploit-là que les Soviétiques ont réussi est exceptionnel, un peu comme quand ils ont envoyé Gagarine. Puis tu sais, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a plein de choses qui ont été cachées des Soviétiques au monde entier, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la différence entre une sonde à l'époque et un vaisseau habité et un satellite, c'était les codes de nom qu'on donnait. Sputnik, c'était des satellites. Mais il y a des Sputnik qui avaient du monde de mort dedans. Parce qu'on les appelait Sputnik parce que c'est juste un satellite qu'on a essayé. Non, c'était un vaisseau avec 2 morts dedans. Ou des affaires de même. Tu sais, le Leica qui est décédé en haut. Il y a plein de choses comme ça que les Soviétiques ont cachées, qu'on a découvert après la fin de l'URSS. Puis ça démontre à quel point on voulait aller loin. Tu sais, l'URSS, dans ce temps-là, là, je parle de la guerre avec les navettes spatiales et tout ça. L'URSS a développé une navette spatiale. Oui. D'ailleurs, il y a des gens qui sont allés visiter à Baïkonour l'espèce d'entrepôt où est encore là, tout décrypté. En fait, il y en a 3. Il y en a 3 différentes. Mais il était prêt à la faire décoller. Puis il est arrivé la chute du mur de Berlin, puis la fin de l'URSS comme telle avec Gorbatchev à l'époque. Mais on était... Puis vous remarquez ça, à l'époque, et jusqu'en 89,
les États-Unis étaient très en avance sur la technologie parce qu'il y avait un compétiteur à côté. Et pendant des décennies, depuis 89, la compétition était beaucoup moins là. Aujourd'hui, avec l'avancée de la Chine, les États-Unis ont tout intérêt à se rendre sur la Lune, encore une fois, avec des gens, parce que justement, ils vont reprouver qu'ils sont capables de le faire. Là, malheureusement, la NASA est en congé depuis aujourd'hui, si j'ai bien compris. Le site est Mais le site est tombé en panne aujourd'hui. Le site est complètement déconnecté à cause du shutdown qu'il y a aux États-Unis. Mais bref, à suivre dans les prochaines années. Mais Sputnik 1, quelle réussite pour l'humanité. Puis pour ceux qui se demandent à quoi ça sert de dépenser des milliards pour aller voir d'autres planètes, aller dans l'exploration spatiale, je vous l'explique. Le défi technique, d'ingénierie, d'organisation, de développement de matériaux, d'études, de tout ça, tous ces défis-là poussent toutes les sciences qui sont reliées d'un bond en avant. Donc, la métallurgie, l'ingénierie de construction, l'ingénierie de test, tous les stylos à billes ont été développés en partie à cause de l'espace. Et toutes les découvertes qu'on fait finissent éventuellement par tomber dans le domaine public, dans le domaine civil. Donc, on bénéficie de ces découvertes-là. Je vous donne un exemple. On va aller sur Mars, mais on doit résoudre un des problèmes majeurs, c'est-à-dire d'avoir un réseau Internet ultra rapide dans l'espace, parce que si on a un problème de santé sur le chemin, on va être capable de produire des opérations à distance parce qu'on n'aura pas de chirurgien sur place. Et là, si on veut faire des opérations à distance, on doit avoir une connectivité. Fait que vous comprenez que rapidement, là, pour des petits détails, on se retrouve avec des problèmes qui deviennent rapidement majeurs. Et le fait de dépenser des milliards pour les gens qui disent « ça ne sert à rien, il retombe à rien », oui, il y a d'énormes retombées là-dedans parce qu'on pousse la limite de la science plus loin qu'elle n'a jamais été. Et ça, ben, c'est toute l'humanité qui en bénéficie. Puis c'est une bonne chose. Ben, pour te donner une idée, mettons qu'on envoie des données à la vitesse lumière vers Mars, ça peut varier en distance entre 3 et 22 minutes. Ouais. Fait que c'est énorme, parce que si on a une opération à faire, 3 minutes, ça se gère relativement pas pire. 20, mais 22 minutes entre ce qu'on a fait comme mouvement ici et là-bas. La réponse. Faut pas qu'il y ait une panne, là. Ouais. Puis tu sais, juste pour vous donner un exemple, Voyager, actuellement, au mois de novembre cette année, va atteindre 1 jour-lumière. Oui. Pas 20, pas 30, pas 2 ans. 1 jour à la vitesse de la lumière. Il est parti en 77. C'est fou, hein, Christy. Puis il va ça veut dire que... à 56 000 km/h ou quelque chose c'est comme une vitesse de fou, là. Ben, c'est le vaisseau le plus rapide que l'homme a construit. C'est plus le cas, Fred, depuis l'année passée avec la sonde solaire Parker. Oui, c'est vrai, oui. Qui va à 256 000 km/h autour du Soleil et qui a battu les records. Là, mais... C'est ça. Ouais, mais c'est spectaculaire. T'étais-tu gamer, toi, Fred, dans ta jeunesse, 90, 92, en fait, 95? Oui, je jouais beaucoup trop à Tetris. Je te montre et dis-moi si ça te rappelle des souvenirs. Il y a plein de monde qui ont joué à ça. C'est un classique, Prince of Persia. Non, j'ai pas joué à ça. J'ai joué à quelque chose de similaire. C'est un jeu qui est sorti en 89-92. C'est un jeu qui était complètement révolutionnaire pour plusieurs raisons, Fred. Une des raisons majeures, c'était que les mouvements étaient ultra réalistes au niveau tu peux l'arrêter, là. Je vais le laisser aller, je vais passer. Les mouvements étaient ultra réalistes à l'époque au niveau du personnage. Et, tu peux l'arrêter parce que pas de fil dans rien. Je vais juste l'avancer. Il est intense. Parce que la prochaine. Enfin, je trouve une façon de. Tu m'entends? Oui.
C'est un Jordan qui avait développé ça. OK. Et tu vas voir que... Là, je t'entends plus. Voilà. Fred, tu m'entends? Oui. Alors, en 1985... La musique, je t'entends pas, En 85... C'est beaucoup trop fort. En 85, il a pris son frère. OK. Il l'a filmé en train de faire des mouvements. OK? OK. Et il a utilisé la technique de rotoscopie, qui est une technique dans le domaine de la vidéo qui est assez... Fait qu'il a repris chacun des mouvements de son frère, puis s'en est servi pour faire sa planche et développer des mouvements de Prince of Persia à la main. Alors, c'est un jeu vidéo qui a été révolutionnaire à l'époque parce que c'était un des premiers qui avait une gestuelle ou Puis en plus de ça, c'est qu'il n'y avait pas de pointage dans ce jeu-là, Fred. C'était juste des défis. Tu passais d'un tableau à l'autre. Il fallait t'éviter de tomber dans des trappes. Puis tu avais une espèce de time. Tu avais 1 heure pour sortir du tableau pour pouvoir sauver la princesse. Okay. Et évidemment, il y a eu plusieurs dizaines d'itérations depuis et ça a été racheté par le studio Ubisoft. Qui a encore la licence actuellement de nos jours. Ils ont sorti une version en 2023 de Prince of Persia, je pense Shadow ou quelque chose, là, vous me corrigerez. Puis il y en a un prochain qui s'en vient en 2025 qui sont en train de travailler pour. Donc c'est un des jeux qui a une belle durée depuis le début. Il a fait des millions de dollars avec ça. Et c'était révolutionnaire à l'époque parce qu'on était loin de la capture de mouvement qu'on est actuellement là, avec les petites billes qu'on met sur le corps. Mais c'était la première fois qu'on n'était pas... Tu sais, on était à l'époque, Fred, où les personnages étaient animés par des petits cubes. Là. Ben écoute, je jouais à cette époque-là, ça a été lancé en 88, à Scrab of Raw. Ceux qui ont eu des vieux Mac carrés, là, c'était un jeu vidéo où on se promenait dans une pyramide qui avait été découverte à la suite d'une tempête de sable. Et on se promenait dans la pyramide de Ra pour trouver le scarabée d'or. Mais c'est ça. C'est vraiment image par image avec... T'avais des attaques de singes ou de choses comme ça. Mais ceux qui ont connu les vieux Mac, les petits Mac en aquarium, là, Scrab of Raw, c'était quelque chose. Mais le jeu Prince of Persia a été développé sur Apple II. Ben, OK. Ben, c'est ça. C'est fou, là. Oui, effectivement. On est complètement ailleurs.